Salut à tous, c'est Yanis pour ce merveilleux, que dis-je, ce désormais mythique top 100 des meilleurs albums de tous les temps pour la partie 3. Et avant de commencer, déjà merci à tous pour vos retours, je crois que vous êtes de plus en plus à suivre l'aventure, c'est très cool. Merci à ceux aussi qui me disent qu'ils ont découvert un album grâce à moi, parce que je vous avoue que en vrai, le classement de pourquoi j'ai mis ça là, est tellement personnel qu'on peut en débattre si vous voulez dans les commentaires, même des commentaires virulents, mais je m'y attendais. La vérité c'est qu'une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'observe beaucoup d'auditeurs de rap qui ont malheureusement pas accès à la culture ou à des projets de l'époque qui sont soit underground, soit dont on parle plus, et qui sont très curieux de ça. Et d'ailleurs j'ai reçu énormément de commentaires ou même messages sur Insta ou Twitter de gens qui m'ont remercié parce qu'ils avaient découvert tel ou tel album. Et en vrai, c'est le but de ce classement. On remercie aussi Abdel et Nathan qui ont rushé au niveau du montage pour enchaîner les grosses vidéos. On dirait pas comme ça, mais que ce soit pour moi ou pour eux, c'est quand même un petit travail de fourmi. Et en plus, comme je fête pas Noël, je vais me sacrifier pour la cause les frérots et je vais essayer de vous drop la partie 4 avant dimanche normalement. Je suis certain que je vais sauver quelques repas de famille un peu chiants. Vous me remercierez plus tard et sans plus attendre, on attaque avec la place 50. Bitch, fais-moi une gâterie. Dors peu, j'ai plus de batterie. Cœur plein de cicatrices. J'suis en very bad trip. Fais l'amour, puis la guerre. Anecdote amusante, j'étais devant ma télé en train de regarder France 4 à l'époque où je regardais encore la télé parce que oui, je suis un mec qui n'a pas de télé chez lui, ok? Stylé, non? J'ai l'air intelligent ou pas? Excusez-moi de lire des livres. Oh, y'a Poupette en live sur TikTok. Bref, je regardais donc France 4 et je tombe sur une émission un poil malaisante où je vois Orelsan en jury sur un plateau télé et des rappeurs qui devaient poser des textes devant lui sur une thématique. Et il y avait Jossman, je l'ai trouvé plutôt bon, mais sans plus. 2-3 ans plus tard, je le vois débarquer avec le clip de Oli pour son album 00$, je sais pas comment ça se prononce. Et j'étais méga surpris qu'en si peu de temps, il avait réussi à trouver un créneau et une direction artistique aussi poussée, un peu lover, mais tout en restant dans du très bon rap avec de la mélo. Après cette mixtape super réussie, vient le moment de son premier album. Alors j'étais ultra hypé parce que je voyais vraiment Jossman comme une des figures de proue de ce qu'allait être le rap français pour les années qui allaient suivre. Avec Keukra et Lelo, c'était les trois artistes qui, pour moi, allaient faire et influencer le rap de demain. Et d'ailleurs, je m'étais pas trompé tant que ça, parce que Keukra, c'est assez à part, donc les inspirations sont pas directes dans les nouveaux artistes qu'on entend en ce moment. Par contre, les nouveaux rappeurs, je ressens tellement le fantôme de Lelo et de Jossman dans plein de sons. C'est une dinguerie et on n'en parle pas assez pour Jossman. Je trouve vraiment qu'ils ont eu un impact dans le rap français. Bref, l'album JOS sort et c'est une totale réussite. Là aussi, on est sur un rappeur avec une polyvalence de malade. Et je pense d'ailleurs que c'est de là que vient la comparaison avec Ateyaba qu'on lui a souvent attribué. On entend souvent qu'il fait partie de ses fils illégitimes. C'est ce côté où il va être ultra balèze sur des sons grave chantés avec des mélodies, comme sur des sons grave rappés. Un autre point fort aussi du projet qui a salué, c'est le taf phénoménal de Eazy-Due, qui est sur absolument toutes les prods et qui est en symbiose totale avec Jossman tout le long. On sent tellement que c'est un album façonné à deux et ça fonctionne comme un couple bien rodé de 70 ans. Quand faut rapper, comme sur L'Auto ou L'Occasion qui sont les vrais perfs rap de l'album, il est imprenable. Quand faut faire des sons de lover comme sur XS ou J'aime bien, il est imprenable. L'album sera un vrai petit succès à la fois critique et commercial et perso il m'a régalé pendant longtemps. Jossman aura quand même une carrière assez cool, même si un peu semé d'embûches en s'enfermant peut-être un peu trop dans une case. Sa discographie en reste pas moins honorable. Il a jamais sorti de mauvais album, mais je suis toujours resté un peu sur ma faim avec Jossman. Il avait clairement le potentiel pour créer des classiques. Et je sais pas si Joss en est un, je saurais pas le dire, mais c'est clairement l'un des meilleurs projets de ces dernières années. Comme quoi, s'endormir sur du temps mort, ça a du bon. Batman, c'est pour les gosses. Crois pas aux histoires de chauve-souris. Je fais mes dièses, j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Ok, alors bon, là j'ai un peu triché, j'ai dit que je parlerais pas de compilation dans Stop, et désolé, c'est clairement une mixtape d'Alpha One, il y a juste 4-5 titres où il est pas dessus. Après le succès du MLA, qui a pris son temps pour vieillir comme un bon vin et placer Alpha One au rang de légende du rap français ou de sauveur du rap pour les puristes, Alpha One est surtout devenu un esthète, un homme discret qui a complètement arrêté de prendre la parole, feat quelquefois, et qui a un goût prononcé pour juste le beau rap. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire, il sait faire un truc, et il s'est dit je vais le faire mieux que les autres. Alors quand il annonce une mixtape, je suis certes hypé par le move, mais je m'attends à un petit projet de transition en attendant le prochain album, et pas du tout.
hein, la Don Dada mixtape, t'es totalement le projet que tu penses être, sache-le. Je pense que j'ai aucun son à vous faire découvrir, tellement quasi tous les tracks de ce mixtape sont déjà mythiques, mais voilà, hein, Alpha One avec ce projet, c'est surtout des ventes pharaoniques, et il fait surtout honneur à une génération de rappeurs, je pense notamment aux X-Men, qui n'ont jamais vraiment réussi à amener leur technique de rap ultra raffinée aux oreilles d'un large public, et Alpha One, qui a leur digne héritier d'ailleurs, pendant des années, j'arrivais pas à kiffer Alpha One à l'époque dans 995, parce que j'avais l'impression d'entendre le fils de Hill en moins bon, et c'est avec beaucoup de patience et de travail qu'il a réussi là où beaucoup de rappeurs de la génération Time Bomb ont échoué. La mixtape ressemble presque à un grunt spécial Alpha One avec les meilleurs prods imaginables, mais le tout avec un travail sur le mix qui est très spécial et qui rend le projet encore plus unique. La tape servira surtout de tremplin au label de Alpha, Don Dada, afin de mettre en avant des artistes comme Infinite, mais aussi d'autres artistes qui font pas partie du label Don Dada comme Ratus ou Lesram, encore inconnu du grand public à ce moment-là, sans pour autant se nicher dans un rap très gruntesque, hein, parce que on y compte la présence de Caris, Kalash Criminel et de Freeze Corleone qui viennent casser ce côté trop école du rap et qui font énormément de bien à la mixtape aussi. Nekfeu n'est pas à exclure parce que quand il chiale pas sur son ex, moi Nekfeu en vrai il me régale, et c'est tout l'intérêt d'une mixtape d'ailleurs, hein, l'espace créatif et la pression de faire un album cohérent ou de raconter quelque chose totalement supprimé pour laisser cours à l'imagination, aux prises de risques et au kiff qu'un Nekfeu ne pouvait pas se permettre sur les Étoiles Vagabondes par exemple. En définitif et avec du recul, je préfère presque la Don Dada mixtape à UMLA si on parle purement en termes de rap. Malheureusement je suis obligé de prendre en compte l'aspect mixtape, hein, et qu'il soit pas sur tous les sons, là où UMLA remplit complètement sa mission d'album. Mention quand même spéciale au son Carrelage italien dont je me suis jamais remis. Mes 10 ans de combat valent mieux que leurs 20 ans de carrière. Je m'étais dit que le rap n'accoucherait pas de chanteurs de variété. Ok, bon, là on est totalement sur un album de cœur, hein, et c'est clairement pour moi le meilleur projet de Medine. Après plus de 12 ans de carrière à faire du rap ultra politisé, des projets de groupe avec nécessité, des polémiques, plusieurs albums, Medine arrive en fin de course au début des années 2010 avec une décennie chargée et un rap français qui, lui aussi, faut le dire, s'essouffle. Pour Medine, le choix est clair. Soit il continue à rapper sur des prods années 2000, à ressasser les mêmes sujets sans se renouveler, au risque d'avoir l'air un peu chiant, soit faut qu'il trouve une nouvelle recette. Medine va donc opter pour la deuxième option et va opérer l'un des meilleurs rebranding qu'on ait pu avoir dans le rap français. Il va, à l'aide de Proof, son beatmaker de toujours, se dire que finalement, le fond épouse toujours la forme et inversement. Ils vont donc décider de faire un EP assez court pour un album de Medine et s'adapter à la trappe qui était en train de déferler sur le rap français à ce moment-là, tout en gardant le fond. Et si au début j'étais un peu sceptique d'écouter Medine en train de faire du rap conscient sur de la trappe, je me suis vite rendu compte que c'était l'un des meilleurs moves qu'un rappeur des années 2000 pouvait faire pour continuer à être dans l'air du temps sans sonner chiant. L'EP est magistral, les prods sont parmi les meilleurs que Proof ait pu faire. Medine qui regagne un second souffle au sens figuré, mais aussi au sens propre du terme, en se musclant et en changeant même de style vestimentaire. Il pousse la carte de la provoque à fond avec le clip Don't Like, assume son statut de grand frère du rap français dans Grand Medine, rend un hommage touchant qui m'a fait chialer à Gaza sur Gaza Soccer Beach, fait une déclaration d'amour à Kerry James sur Ali X et se paye même le luxe de faire un diss track aux musulmans en carton sur le titre Fais gaffe à toi. Il prend absolument tout à contre-pied sur ce projet, tout en restant parfaitement en équilibre sur la ligne très fine du bon rap, sur des sujets ultra sensibles, et le contre-pied va d'ailleurs même jusqu'au titre de l'EP, Des mineurs, qui est un clin d'œil à son début de carrière, durant lequel on a pu l'associer au mist, pour dire que non seulement avec son engagement, il est loin de poser des bombes malgré sa grosse barbe, mais que en plus, il les empêche probablement d'exploser comme un démineur. En plus des mineurs, ça fait des mineurs, la note de musique. C'est faux, cette note n'existe pas. J'ai mon 9000 tout près donc c'est bon. J'ai mon 9000 tout près donc c'est bon. On retrouve le rebeu le plus stylé de la décennie 2010 avec Taharaim et Hamza, le Bruce Wayne du Maghreb, le jour il viscère des kilos et la nuit, il sauve le rap français avec ses sons ultra créatifs. Vrel 2, c'est tout simplement l'album parfait de Keukra pour moi, dans la même veine que le volume 3, c'est-à-dire prendre la trappe à contre-courant, en raidant soit sur des prods grime, two-step d'une qualité jamais égalée dans le rap français, parce que en plus d'avoir rendu sa fade, à force d'en faire à toutes les sauces comme on a pu le faire en France avec la drill, personne n'a jamais réussi à faire un son two-step avec le talent de Keukra. En témoigne le son 9 milli qui est une des prods les plus ouf que j'ai pu entendre. Évidemment, résumer Keukra à ses inspirations two-step londoniennes serait se méprendre, parce que déjà la mixtape est beaucoup plus trap que two-step à ce moment-là, mais aussi parce que Keukra a réussi à trouver une recette à la fois efficace et originale sur la trap, surtout à ce moment-là. Vréel, c'est la preuve irréfutable que le rap, c'est pas que de l'écriture, et qu'on peut aussi marquer les esprits sans avoir une plume affûtée de fou, et ça, il le sait. Si Keukra connaît ses faiblesses en termes d'écriture, parce qu'on va pas se cacher, Keukra, vrai
vrai, ça raconte pas grand chose, rarement, voire jamais en fait. Il connaît aussi ses forces et les vrais 2 et 3, c'est clairement les projets qui m'ont fait le plus de bien dans le rap de l'époque. J'avais vraiment envie de remercier ce mec masqué dont on connaissait pas le visage, d'avoir une vraie démarche musicale sans savoir si ça allait péter ou pas. La qualité en guise de promo, qu'il récoltera d'ailleurs quelques années plus tard, et c'est tant mieux. Toujours la même chose quand je danse avec toi. Sexy wine flotte dans mes souvenirs. Deuxième projet de Hamza dans ce top, et si vous êtes un peu observateur visuellement parlant, vous vous doutez un peu de celui qui sera le prochain. Paradise, c'est vraiment dans la continuité de 1994, mais avec un début d'ouverture sur le marché mainstream que je trouve parfait, là où je l'ai trouvé un peu trop fort et un peu balourd sur Sincèrement par exemple, son dernier album. Tout est savamment dosé, le feat avec SCH, le double morceau avec Aya Nakamura qui est sublime, on retrouve Hamza sur toutes ses formes, mais avec le côté fourre-tout de ses mixtapes de l'époque en moins. On prend la crème, le nectar de ce que Hamza sait faire et on le garde, ça fait Paradise. Pareil, j'ai fait une vidéo sur Hamza sur ma chaîne, donc je vais pas me répéter, mais c'est un album parfaitement bien rodé. C'est ce qui saute aux yeux le plus quand on écoute l'album, avec ses sonorités d'été glacial, et pareil que Lelo sur ses projets, les feats ont l'air d'être des cahiers des charges, alors qu'au final, tout fonctionne parfaitement, de Aya Nakamura jusqu'à Christine and the Queen. D'ailleurs, l'album est ultra immersif, rarement un album m'a autant fait ressentir le rapport avec la cover. On a l'impression que tous les titres ont été faits sous l'eau, c'est ultra aquatique, parfois sombre, que ce soit au bord de la plage avec Deep Inside, ou dans les profondeurs de l'océan avec Eni Menois. Cet album, c'était la promesse que non seulement Hamza était l'un des meilleurs artistes de sa génération en enchaînant 2 masterclass, mais la promesse aussi que de toute façon, Hamza était appelé par l'histoire à devenir l'un des artistes les plus écoutés de sa génération, et l'année 2023 ne l'a pas fait mentir. Ok, je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Ok, full nostalgie pour cet album que je ponçais à l'époque, mais d'une manière phénoménale, vous n'êtes pas prêts. Lafouine, avant de devenir une caricature de lui-même des années plus tard, c'était pendant des années un rookie qui avait du potentiel, mais qui a mis un peu de temps à se trouver, là où je parlais du syndrome du premier projet de génie derrière lequel l'artiste court toute sa vie. Pour Lafouine, c'est assez différent puisqu'il faudra 3 projets, Planète Rap volume 1, bourré au son, avec sa fameuse cover qui méritait d'enfermer à vie en prison le photographe qui a accepté de shooter ça, et Planète Rap volume et Planète Rap volume 2. Planète Trap comme trap et pas Planète Rap. Ah ouais, trap et trap. Oh oui. Tu comprends. Et alors que beaucoup de gens dans le rap sous-estimaient un petit peu Lafouine et sa capacité à marquer réellement les gens, il sort l'album Aller-Retour, l'un des albums préférés de mon enfance. Et là où je parle souvent de nostalgie dans ce top, qui est subjectif, je le rappelle, j'ai quand même ressenti les défauts de certains vieux projets, comme Triple Violence Urbaine de L.I.M dont j'ai parlé avant, ou Le Poisson Rouge de DC's. Je conseillerais pas forcément à un gamin de 16-17 ans de tout écouter. Je me rends bien compte qu'il y a des morceaux qui sont devenus chiants. Et là, c'est surprenant, mais l'album a pas pris une ride. Je me suis relancé dans ma voiture cet été et j'avais limite les larmes aux yeux en me revoyant rapper par cœur à 8 ans le couplet de C'est pas la peine. Dardina, Dina, Dina, toujours les mêmes hanches et un théma. J'ai toujours suivi la bonne voie, mec, et souvent critiqué comme Raymond Domenech. Oh, j'assume, cherche la merde et je cherche les thunes. Oh, mon son attire les héros, les toxicos, les héros. Oh, ok, let's go, on va garder ça en privé. L'album est une vraie ogive sur le rap français et absolument personne n'était prêt à ce que ce rebeu maigrichon soit capable de surprendre à ce point. Il a réussi à parfaire toutes les qualités qu'il avait avant. Une maîtrise des sons très West Coast, du rap de rue teinté d'humour, un flow qui break fort et surtout, Lafouine chante mais tellement bien. Il a un sens de la mélodie surdéveloppé et d'ailleurs cet album a débridé beaucoup de rappeurs. Après, sur le fait de pas ramener forcément des chanteuses de R&B sur les refrains et de juste chanter soi-même. Il y a carrément des sons entièrement chantés, comme Partout Pareil, que je trouve sublime. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes blocs, les mêmes caisses, man, c'est partout. Et les feats, c'est du haut niveau, c'est magistral d'avoir des feats de ce niveau sur un album, avec Booba sur Reste en Chien, instant classique, j'en ai rien à faire, et dans un registre opposé, son feat avec Amel Bent sur la prod de Dead President 2 de Jay-Z,
qui là aussi est un instant de classique, hein. Ce qui fait de La Fouine à ce moment-là un vrai phénomène. C'est sa polyvalence, parfois extrême, pouvant passer d'un son d'amour à un hit des rues avec Booba, en passant par Qui peut me stopper en Abeille Blanche en train de faire la prière en toute décontraction. D'ailleurs, ce morceau sera clippé et tournera énormément à la télé. Moi, gamin, je découvre La Fouine comme ça, je me dis waouh, lui c'est un vrai rebeu qui fait pas les bêtises comme les autres racailles là, il prie, il fait la prière et tout. Bon, non seulement j'étais pas au bout de mes joies avec La Fouine, mais en plus me payais le luxe de chanter le premier couplet devant toute ma famille et aussi devant les gens de ma classe, en criant au fond des halls, j'ai vu des filles avaler, parce que je savais pas ce que ça voulait dire avaler, hein. Je crois que je pensais qu'il voulait dire des filles rafalées. Du coup tout le monde me regardait trop bizarrement. Équilibre parfait entre projet commercial qui vise le large public et bonne musique. Aller-retour de La Fouine, c'est aussi un coup de génie sur le plan marketing, et comme à l'époque, hein, si on devait apprendre à un rappeur comment faire un bon album et comment le marketer, ce projet servirait certainement d'exemple, hein. Il a identifié ses publics cibles et les a régalés de morceaux en segmentant son produit. L'album sera un succès commercial, même si on est loin de ce qu'il attendra plus tard, mais s'il y a un album que je vous conseille du milieu des années 2000 et qui peut vous surprendre, c'est bien celui-ci. Jogging synthétique, putain, jogging synthétique, ouais. Produit synthétique, fossile synthétique, tous deux synthétiques, sauf mon profil atypique. Alors bon, un peu pareil que B2O dans une moindre mesure, très difficile de se mettre d'accord sur le meilleur album de Vald, tellement sa discographie est plutôt équilibrée et variée, et non, VV5, je ne parle pas de toi, tu peux dégager s'il te plaît. Tu sors. Et prends ta réédition avec toi, Echic. Pour moi, c'est très simple, c'est Xe, et là, je pourrais vous citer plein de qualités dont l'album déborde, hein, comme Désaccordé, qui a été un giga hit, et ça m'a fait plaisir, hein, parce que je suis refait quand dans le mainstream, il y a des titres originaux comme ça qui émergent et qui tapent de gros chiffres. L'intro du projet, Primitif, que je trouve phénoménal, Réflexion basse, sérieux, J'entertain, Trophée, il est passé maître dans son rapport à la trappe et sa manière de rebondir sur des prods avec son air nonchalant et dégoûté de la vie. Mais surtout et par-dessus tout, le couplet de Vald sur Offshore. Pardon monsieur, pardon, comment tu dettes ça, comment chacal, non j'arrête, c'est hyper gênant. Mais vraiment, la première fois que j'ai entendu ce couplet, j'avais la tête de Genos après s'être pris le coup de poing stoppé à la dernière seconde de Saitama dans leur combat. Je crache du soufre et vomis du pétrole. L'industrie voudrait me forer, ça me désole. Quand il me parle, je me branle comme à l'école. D'ailleurs, il y a probablement tous mes titres préférés de Vald sur ce projet, hein. Ce qui premièrement annule la malédiction que j'ai des premiers projets parce qu'il est quand même assez avancé dans sa carrière cet album. Mais quand en plus on écoute les morceaux non retenus de l'album, qu'on retrouvera peu de temps après sur NQNT33 et aussi Magistral, on se rend compte à quel point c'était indéniablement le prime du V à ce moment-là, et il me semble de mémoire que c'est aussi le moment où il pose son couplet avec Sofiane sur Yankee dans 9-3 Empire, le prime. Tout a commencé en 93, dernier de la famille, je suis tout en retrait. Maman cuisine le poulet sur la braise, moi j'apprends tout en regardant mes frères. On revient là aussi sur un artiste dont j'ai déjà parlé dans Stop, et si je suis toujours très client des albums de Laylo depuis 2020, j'ai trouvé Trinity extraordinaire sur le moment, et j'avoue préférer l'étrange histoire de Monsieur Anderson à Trinity. Et là-dessus j'ai zéro argument, hein, c'est clairement mes goûts. Par contre, je suis obligé de redonner de la lumière à ce projet complètement dingue de Laylo. Plus de pas avoir pris une ride comme la 4e femme d'un prince saoudien, Rawzed, c'est le cri du cœur d'un des mecs les plus talentueux de sa génération et qui a eu besoin de cracher ça dans un projet aussi triste que sublime. Quand il dit « je voulais écrire des sons positifs, mais je crois qu'il n'y en a aucun dans mon dit titre », Rawzed, c'est la BO de ton suicide. J'ai instantanément eu les frissons quand j'ai entendu cette dinguerie avec sa voix autotunée à mort. Je voulais écrire des sons positifs, mais je crois qu'il n'y en a aucun dans mon titre. Si vous avez regardé ce top jusqu'ici, vous aurez compris que les albums de Déprime, ça me touche particulièrement, hein. Je trouve toujours ça plus profond qu'un album de Zumba. Et là vraiment, au niveau Déprime, je sais pas vous, mais il met mal ce projet. Alors oui, je sais, les Léa et les Emily Emo Girl déprimés parce qu'il n'y a plus les Hugh Tasman en taille 37 au magasin, se sont grave appropriés les lots. Et pas grave, hein, je vis pas mes écoutes au travers des auditeurs d'un artiste, c'est la rançon du succès que voulez-vous. Mais dans le contexte de l'époque, il est pas connu du tout. Drop ça comme un truc qu'on abandonne, hein. Vraiment ce projet on dirait un avortement musical, c'est hyper glauque. Et là où je vais préférer plutôt ce projet qu'un Monsieur Anderson ou un Trinity, ça se joue pas tant sur la musicalité quoique, mais surtout Monsieur Anderson, on écoute une histoire, hein. On sait que maintenant, ça y est, il a ses pairs, il y a quand même un happy ending dans le fond. Rawzed, tu l'écoutes à l'époque, il n'y a aucun happy ending. Laylo reste underground, comme dirait Ayam. Ce niveau d'introspection qu'on voit jusqu'à la cover, hein, d'ailleurs, qui est magnifique, sur laquelle on voit Laylo révulsé, s'il regardait à l'intérieur de lui-même,
Et c'est ça tout le long, hein. Les prods de Dioscures, j'ai juré, même les Américains ont jamais fait ça, et foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais les vrais savent que c'est réel. Mozart a passé sa vie à essayer de concentrer la tristesse et l'émotion dans une composition, et Lelo a réussi à le faire. Si un autre micro veut ma peau, ne m'emmène pas au micro. Offre-moi les mêmes pistolets mitrailleurs que les gars du clos. Ok, je vous ai parlé de tristesse, de sombritude, de déprime, c'était l'intro. Tenez-vous prêts, je vais vous parler d'un des albums, si ce n'est l'album qui m'a le plus choqué de toute ma vie. Je me souviens de cet album parce que les grands frères et les grandes sœurs écoutaient beaucoup à l'époque des Sporouti, hein, dans les années 2000. Perso, ça sonnait musicalement beaucoup moins bien que Tonton du Bled, et moi, à 8-9 ans, des Sporouti, ça me parle pas de fou. Jusqu'à un jour, il y a quelques années de ça, j'étais en train de me balader, écouteurs aux oreilles, et je décide de me lancer l'album juste pour avoir un avis sur Desporuti qui était pour moi qu'un vague souvenir musical de mon enfance. Et je vous jure, j'exagère pas, j'ai arrêté de marcher. Je me suis assis tellement j'étais choqué parce que je venais d'écouter. Mais pas choqué, genre je viens d'écouter Temps mort de Booba, hein. Choqué, genre pourquoi j'ai mal au ventre là. Est-ce que je suis censé ressentir ça quand j'écoute un album de rap ? Guitare électrique infernale, prod faite pour t'oppresser plus que pour sonner agréable à tes oreilles, et une interprétation des plus magistrales qu'on ait pu avoir dans ce rap game. Conviction suicidaire n'a jamais aussi bien porté son nom. Représente ton bloc mais n'en fais pas trop, n'oublie pas que nos darons font semblant d'être heureux dans ces putains de logements infects. C'est incroyablement bien écrit, je vous jure cet album me fait peur, mais premier degré, hein, comme l'exorcisme me fait peur. D'ailleurs en parlant d'exorcisme, si un démon avait fait un album de rap en pleine crise, je pense que ça aurait ressemblé à peu de choses près à ce projet. D'ailleurs, on le voit sur la cover. C'est violentissime, c'est sombre, c'est cru. Le mot cru n'existait pas avant cet album. Voilà, il a fait du rap cru un vrai créneau. Et carrément des moments où il se met à rire au milieu de sa phrase, entre deux phases glauques. Et on a souvent parlé de l'horrorcore dans le rap français, un peu moins en France, mais beaucoup plus aux USA en vrai. C'est un sous-genre du rap qui se veut ayant une esthétique horrifique, utilisant l'horreur, les trucs comme ça, ok. J'ai jamais flippé dans aucun son de horrorcore, qu'on soit clair. Ça me fait pas peur, hein, c'est une esthétique. Cet album de Desporuti a réussi à me faire peur, ça va au-delà de l'horrorcore. Et c'est pas une émotion habituelle d'avoir peur quand t'écoutes un album. Genre, t'es censé avoir envie de danser, ou alors soit tu t'identifies au mec, ou alors tu pleures parce que t'as les émotions, t'es triste, mais peur, évidemment pour couronner le tout et rajouter de la flip à la flip, hein, il rappe avec un flow complètement chaotique. La plupart du temps, c'est off-beat, hein, il est en dehors des temps, parce que l'instru Despo, il la baise. Hein, mais quand je dis il la baise, c'est au premier degré. Si par chance on tombe sur une rime, ben tant mieux, faut se satisfaire de ça, sinon l'enfer continue. Les thématiques sont celles qu'on pouvait entendre d'habitude dans le rap français, le quartier, la violence, son identité noire, mais avec un pessimisme hallucinant. Y a pas une seule seconde d'espoir dans ces 56 minutes d'album. Même les thématiques comme le mariage entre Rebeu et Renoir dans son feat avec Nesbill, il y va pas de main morte, c'est glaçant lyricalement. Ma fille a du sang maghrébin, et pour beaucoup de noirs, j'ai soufflé sur les cendres des esclaves d'Afrique du Nord. Bref, Conviction suicidaire, c'est évidemment un chef-d'œuvre au sens le plus strict du terme, un corps étranger au rap français à l'époque, dont personne a vraiment su se défaire. J'ai envie de vous citer 3 phrases qui m'ont marqué comme ça dans l'album, mais la vidéo serait automatiquement démonétisée si je le faisais. Allez-y, vous n'y reviendrez pas indemne, croyez-moi. L'ombre du show business. Après 2 albums solo, un peu chiant, hein, disons-le, oui, Kerry James à un moment donné c'est ballot, voilà, j'ose le dire. Allons du show business est donc un album assez tardif si on prend la carrière de Kerry James qui est long comme mon bras. Hein. D'ailleurs je suis chaud d'écrire une vidéo sur sa carrière parce que les gens savent pas, la vie de malade mental qu'a eu ce mec, c'est un vrai film. Déjà, est-ce qu'on peut parler de l'intro et dire que l'album est juste un classique avec ce son, hein. C'est un des meilleurs morceaux fleuves du rap français. J'aurais payé pour voir le jour où il a enregistré ce son de malade mental tellement l'interprétation est incroyable. Mais non, on peut pas parler que de ça, parce que il y a d'autres bangers monumentaux, L'Impasse avec Béné, le fils de Demon One, Banlieusard, grand classique, X et Y, et le feat avec Aznavour qui passe franchement bien, hein, même si le côté toi t'es un vrai poète, pas comme les autres rappeurs, je te passe le flambeau, ça peut être un peu agaçant. Le seul défaut de l'album, c'est les autres feats chiants,
Vita, Grand Corps Malade, je trouve ça déjà chiant à mourir à l'époque. J'ai réécouté, vraiment c'est pas mieux. Je trouve qu'il dessert plus l'album qu'autre chose, mais un album qui nous fait sentir Malcolm X le temps de quelques morceaux, on n'en a pas connu beaucoup, alors immense. J'habite à Lost City, et si t'es pour en savoir plus, je te montre plus la situ. Et si tu veux m'éviter, ne viens pas dans ma city. Quand j'ai décidé de faire ce top, le but c'était pas de vous faire un article de journal chaque album, mais plutôt d'expliquer déjà ce que je savais autour de l'album personnellement, mais aussi le ressenti que j'ai eu sur chaque projet. Et là, je vous avoue que j'ai rien à vous dire sur cet album de ATK, je me souviens même pas comment je suis tombé dessus, certainement en kiffant sur la prod de 7ème Sens qui est incroyable. Donc voilà, je connais pas grand chose de ATK, je sais juste que c'est un espèce de conglomérat de plusieurs groupes de Paname qui ont été formés avec notamment Fredika qui, disons-le, carry quand même super bien le projet. Les prods carry aussi bien comme il faut. Un succès critique de l'underground des années 90, mais un projet qui sera pas une grosse réussite commerciale, que l'histoire oublie parfois aussi, et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est le premier projet en France qui fera un peu le pont avec la génération dorée du rap alternatif qui débarquera au début des années 2000. Complètement perché cet album, on dirait un trip sous LSD tellement ça part dans tous les sens. On est en 1994. À ce moment-là, je suis même pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde, désolé c'est un réflexe. On entend souvent que le rap en France a été importé, surtout via la branche très engagée, et c'est vrai, à l'époque le rap c'était mignon, IAM ils sont choux, t'as envie de leur tirer les joues comme ça et de leur faire des bisous. À part Assassin ou NTM, le rap c'est gentil, et encore, en vrai, même eux, ça va, c'est pas non plus ultra méchant. Ministère Amer, eux, ils en ont clairement rien à cirer de ce que les gens pensaient. Ils sont pas là pour t'éduquer, et c'est le premier groupe inspiré un peu de Public Enemy dans un délire racailleux, de sale gamin assumé et sans limite dans les paroles. Alors si vous avez 17 ans ou 18 ans, honnêtement, je pense que vous allez pas forcément kiffer l'album, c'est très vieux, mais je vous conseille quand même des sons comme Cours plus vite que les balles, qui est un vrai délire, même le refrain, sans oublier le classique Brigitte, femme de flic, qu'ils ont dû raccourcir en Brigitte, femme de, à une époque où IAM disait la police, c'est pas des gentils, NTM, eux, proposaient clairement de niquer la police, un cran au-dessus, donc Ministère Amer, eux, vont pousser le délire à fond dans ce titre, parce que eux aussi vont niquer la police, mais au sens le plus littéral du terme, Brigitte étant la femme du commissaire et qui, pendant l'absence de son mari, ramène des lascars pour, vous avez compris. J'aurais kiffé qu'ils sortent un titre Brigitte, femme de président, ça aurait été ultra avant-gardiste, mais bon. Et cet album, c'est l'un des albums les plus farfelus de son époque, Stomy, Bugsy et Passy deviendront des stars au début des années 2000, sans oublier Doc Gineco qui pose son tout premier couplet sur le projet. Un album que j'ai conscience d'avoir surclassé musicalement parce que c'est bourré de défauts, mais il m'avait vraiment hypnotisé à l'époque où je l'ai découvert. C'est pour les gosses à l'allure bizarre, les voleurs, les éléphants mal, les mecs instables qui ont des putains de valeurs mais les défendent mal, humanoïdes. Alors voilà, si je trouve les gens très sévères avec Feu, Cyborg, c'est en fait le véritable album que Feu aurait dû être. Si Feu c'est le jour, Cyborg c'est la nuit. Si Feu c'était l'album un peu cahier des charges pour faire kiffer les mecs en costard cravate dans les locaux de la maison de disques avec des chiffres de fou, Cyborg c'est l'album qui fait ressortir ce que Nekfeu a de meilleur. J'étais en stage à Paris à l'hiver où c'est sorti et c'était l'album parfait à ce moment-là à me mettre dans les oreilles. Une intro de génie, du bon rap, des prods bien pensés et surtout simples, mais jamais simplistes. Cyborg fait dans la subtilité et le goût prononcé pour le beau. Annoncé par surprise en 2016 pendant le Bercy de Nekfeu, Cyborg a l'air d'être sorti hier, j'ai absolument rien à vous apprendre sur ce projet. D'ailleurs, Andy a sorti 3 vidéos sur la carrière de Nekfeu, je pense que le tour a été fait, et c'est vraiment un album notable de la fin des années 2010. Ma vie c'est troquer le beat, composer le hit pour choper le titre, tu connais le type, je vais empocher le fric. J'aurais aimé mettre ce projet plus haut dans le classement, mais vu que c'est que des phases B, c'est un peu de la triche, donc je suis obligé de prendre ça en compte dans ma notation. Et là, on va parler de ce qui est objectivement l'une des meilleures mixtapes de rap français et subjectivement l'un des projets qui m'a le plus marqué dans ma vie d'auditeur. Jazzy Bass se fait connaître pour son talent de battle MC avec tous ces gars de l'entourage. Casquette, sourire malicieux en coin,
son côté gentil gars lui donnait un air ultra cool, faisant de lui une figure importante du battle rap français, tellement c'était drôle de voir un rappeur aussi bien clashé, mais en faisant le contraire de tous les rappeurs de l'époque qui essayaient d'avoir l'air hyper méchant, ben lui, il était gentil, ce qui est encore plus agaçant de se faire clasher par un mec gentil. Mais derrière cette posture, Jazzy Bass, c'était surtout beaucoup et énormément d'excellentes rimes et de références variées, premier degré. J'ai découvert le jazz de John Coltrane grâce à une phrase de Jazzy Bass où il dit à son adversaire qu'il ken sa daronne sur des musiques de John Coltrane. Chacun se forge sa culture comme il peut, me jugez pas. Sauf que là où les mecs de l'entourage étaient tous d'excellents rappeurs, enfin presque, et qu'ils étaient déjà pratiquement tous capables de sortir de très bons sons, notamment Alpha, Dean, Gizmo et Nekfeu, personne dans cette clique n'avait encore jamais réussi à faire un son fort en termes d'émotion. Personne. Sauf un, c'est pour moi Jazzy Bass quand il annonce sa première mixtape sur la route du 3-14, un projet en plus totalement gratuit sur des phases B d'instru de classiques du rap américain. Ce qui d'ailleurs était un super move marketing, faire une mixtape gratuite qui ne générera que peu d'argent, voire pas du tout, et rapper sur des prods mythiques du rap américain, mais pas trop non plus connu par le public français. À l'époque, je suis en première au lycée et j'étais déjà très client de ce que faisait Jazzy Bass, notamment avec Esso Luxueux dans leur groupe Cool Connection. Et il y avait un freestyle, on verra bien, qui avait grave retenu mon attention autour de Jazzy Bass. On verra bien, je peux être le tonnerre ou la clarté, la colère ou un rayon solaire offert en aparté. Les gens retiennent mon sourire, je veux vivre avant de mourir, amasser des souvenirs avant le flashback de nos derniers soupirs. Je cache le volcan quand le cratère fume, je frise le mépris, ma mère ne voit que mon dépit et mon amertume. Du coup, quand il sort sur la route du 3-14, je me prends la mixtape de plein fouet. Pour vous dire, ma photo de profil Facebook, c'était la cover. Et là, j'ai littéralement l'impression de découvrir le rap à ce moment-là. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était en écoutant Illmatic de Nas. Et je les compare pas, mais je parle bien sûr de l'impact que ça a eu sur moi. J'étais complètement matrixé par ce projet encore aujourd'hui. Je suis capable de le recracher par cœur sans vraiment me tromper. Tout était parfait. La musicalité de son flow, les prods qui m'ont fait découvrir plein de classiques du rap US de l'époque après, thématiques, on retrouvait des sons en feat avec les gars de l'entourage, dans un cadre très léger. Il y a même Dean Burbigo en feat qui pose pour moi le meilleur couplet de sa carrière, mais c'est surtout des titres très profonds sur soi et l'ennui. Dans ma vidéo précédente, je parlais de Goldman de Jean Jass dans le mood de solitude automnale qui est ultra contagieux sur l'EP. Là, c'est la même chose mais en 10 fois pire. Je fais tous les jours la même chose, même le jour de mon anniversaire, où à l'oral je suis dyslexique, mais quand je gratte c'est grand. C'est des phrases simples, mais pour moi ça fonctionne à merveille. Des titres comme Seul, où il écrit à son ex qui l'a trompé, et 64 mesures de spleen. Oh, mais 64 mesures de spleen, les refs. Vous voulez que je m'énerve ou quoi? Ce titre, s'il était sorti fin 90, je suis persuadé, je suis sûr que ça aurait été un classique et ça aurait fait de Jazzy Bass une légende. J'ai aucun doute là-dessus. Contrairement aux albums du groupe 1995 et tout ce que ça a généré à l'époque, le projet a pas pris une seule ride. Et ok, là vous vous dites que j'en fais trop. Vous voulez savoir à quel point j'étais fan de ce projet? Non, vous voulez vraiment savoir à quel point j'étais fan de ce projet, parce que là je pense que vous n'êtes pas près de ce qui arrive. Ok, à l'époque j'avais une chaîne YouTube avec Abdel où je postais des freestyles au lycée et j'ai fait un truc que aucun rappeur n'a fait de l'histoire du hip-hop, tellement c'est fatigué comme concept. J'ai fait, tenez-vous bien, une cover d'un morceau de Jazzy Bass. Voilà, sur une autre instru, j'ai pris une instru que je kiffais, j'ai rappé un texte de Jazzy Bass dessus, j'ai fait une cover, une reprise. Mais qui fait ça, Pourquoi? Et oui, évidemment, pour me punir mon moi d'il y a 10 ans, je vais vous mettre l'extrait, vous avez le droit de vous moquer. Et yo, mes pensées fusent, je suis en danger quand c'est le grand déluge. Ma tête est dans les nuages, je suis dérangé mais je m'en excuse. Je dois dépenser plus d'énergie, yo je réfléchis, mon esprit rétrécit. J'écris des récits de dépressifs, y a plus d'éclaircies. Dans mon cerveau c'est mort, je nie vos efforts, c'est le dépôt quand le réseau déborde. Bref, vous l'aurez compris, là on rentre dans du très très perso, un classique ultime dans mon livre. Alors là, on est sur l'album de rap par excellence. Après sa série de mixtapes Alpha One qui fait step up de projet en projet, tout le monde trouvait que Alpha One commençait vraiment à développer un truc. Moi qui kiffais vraiment pas ce qu'il faisait sur la période 1995 avec ses lunettes, son sac à dos Pikachu et sa casquette Batman, commence à me dire ok, ce mec est intéressant. Il va drop Alpha One 3 et direct après on va commencer à le voir faire des interviews
la promo, avec notamment son mythique freestyle Couvre-feu, qui va choquer tellement de personnes. Et il y a un truc qui avait changé chez lui, je sais pas ce qui s'est passé, il est revenu comme Son Goku quand il débarque sur Namek la première fois, l'air froid est complètement sûr de lui. Quand UMLA sort, c'est pas tout de suite un succès commercial, faudra attendre bien 4 ans pour ça, mais je me souviens parfaitement de la réaction des auditeurs de rap à ce moment-là et de la critique. Alpha One venait de tordre le rap français en deux, comme Hercule qui attrape la foudre avec ses mains. Non, c'est Zeus qui fait ça, je suis con. Tout est parfaitement dosé et maîtrisé sur cet album. Déjà, la cover, c'est facile, top 10 des plus belles covers du rap français, hein. C'est iconique, imprimé dans notre rétine, comme si ça avait toujours été là. Les prods sont sublimes, surtout la première partie de l'album et sur les 2 derniers sons. Mais Une main lave l'autre, c'est surtout un album très personnel, avec un propos. Et parvenir à se faire entendre dans un registre personnel pour les mecs de l'entourage, je le répète, mais c'était pas super aisé, hein. Nekfeu avec Feu, c'est bien, mais je trouve pas ça très deep, à part si t'as 15 ans. Et Alpha One, c'était pas le mec qui avait les couplets qui pouvaient te toucher forcément à l'époque. C'était soit Osef, soit de la technique ou du groove à l'époque de 995. Mais sur ce projet, sur UMLA, en plus de marcher sur l'eau, il arrive avec une multitude de punch mythiques, hein, celle sur Damnation, je vous la refais pas. Et faut savoir que dans l'islam, avant de faire sa prière, on se doit, et ce de manière obligatoire, de se laver chaque partie du corps 1 à 3 fois dans un ordre très précis. Au moment de vous laver les mains, vous êtes obligé de vous laver la main avec votre autre main. Puis quand vient le moment de vous laver le visage, les 2 mains se rejoignent et vous lavez votre visage. Et cette métaphore, en plus de correspondre parfaitement à la cover, est interprétable à l'infini sur plein de petits sujets qu'il aborde et qu'on comprend dans le titre éponyme Une main lave l'autre, qui met toujours autant les frissons et qui pour moi le meilleur titre du projet. Hey, moi je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Jeune, Renoir introverti, esprit bien trop fertile pour le système scolaire. Ajoutez à ça des sons concept assez cool comme Olive et Tom que je surkiffe, ou des petits détails comme les interludes avec ce fameux chauffeur de taxi qu'on entend proférer des théories économiques ou rouspéter sur la société un peu tout le long de l'album. Et d'ailleurs j'ai appris à l'époque que c'était apparemment pas du tout joué, hein. C'est vraiment un chauffeur de taxi que Alpha One a enregistré pendant des conversations et dont l'identité n'a d'ailleurs jamais été révélée, ce qui ajoute un peu de mystère dans le projet. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est que l'album fait 17 titres, et pas particulièrement long, mais en enlevant 3 ou 4 sons que je trouve complètement osef, notamment Sneezy, hein, toujours aussi chiant, l'album aurait été un vrai no skip, et la question ne se poserait pas à savoir si UMLA est un classique ou non. Il aurait mérité une place bien plus haute dans mon classement, si ça avait été le cas. D'ailleurs, pour ceux qui me posent la question, oui, pour moi, hein, c'est un classique, hein, dans la mesure où cet album, ça va au-delà de la musicalité et du rap, hein. Il va débloquer un truc dans le rap français pour beaucoup de gens, que ce soit pour les artistes ou les auditeurs. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit pour quelques billets sans. Bon, je vous avoue que j'ai pas réussi à les départager, donc je mets les deux. Déjà parce qu'ils sont un peu dans la même veine musicalement, et aussi parce qu'ils sont sortis avec peu de temps d'écart, même s'il y en a un peu plus underground et l'autre plus tourné commercial qui ferait un carton. Alors ok, la section d'Assaut, c'est pas le truc qui a le mieux vieilli dans le rap français, on est d'accord, mais j'ai tellement écouté la section d'Assaut, je pense que vous n'imaginez pas à quel point. Et pareil que pour pas mal d'albums de Stop, je trouve que quand même les gens sont un peu sévères, parce que si on passe l'éponge sur quelques titres un peu kékés, surtout sur l'école des points vitaux, l'écrasement de tête, ça a quand même pas trop mal vieilli sur certains sons. Donc voilà, à un moment donné de ma vie d'auditeur, j'écoutais que ça, hein, en particulier l'écrasement de tête, qu'on n'entendait pas sur tous nos écrans et à la radio de partout, comme ça a pu être le cas avec l'école des points vitaux. Évidemment, je suis aussi là pour dire les termes, les projets sont carry à 50% par Gims, totalement surdoué du rap avec ses refrains chantés, et le reste se partage entre un Lefa vif et technique à 25% et le reste je le distribue entre Black M et ensuite Barakadama qui font le taf quand ils font leur couplet. Le reste, vraiment, mon cerveau se mettait en off sur leur couplet, à part peut-être un rare couplet de Masca à l'occasion, peut-être sur un malentendu, mais sinon c'était nul à chier, ok. Cascader, routine sur l'écrasement de tête, ils appellent ça la drogue te donne des ailes, j'ai pas les love, ou même Watty by Night, il passe encore aujourd'hui sur l'école des points vitaux. Je sais que peu de gens seront d'accord avec moi, mais en fait, je sais pas quoi vous dire, à part que j'ai trop séché leur son à l'époque. Évidemment, tout ça est forcément porté par le fait qu'il y avait tous les à côté,
Alors, vestimentairement parlant, on va même pas en parler, c'était catastrophique, mais il y avait tout le côté freestyle de rue qu'ils ont ramené. En même temps, t'as un 995 et l'entourage qui fait ça. Donc moi, ça me rappelle vraiment la bonne période du rap français. Donc j'ai quand même une attache et une émotion particulière quand il s'agit de ces albums. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un album ultra impactant qui a influencé le rap français. Je saurais pas vous dire, d'une manière peut-être pas directe, mais forcément. Et ça a redonné un coup de jus au rap français qui était vraiment mais fatigué à l'époque d'une force monumentale. Donc rien que pour ça, je vais pas bouder mon plaisir. La section d'assaut, c'est les émotions, c'est les souvenirs, c'est les flashbacks. Je le mets dans mon top. Mec, on est trois dans la bête. Longue vie à nous, j'ai des règles. J'ai perdu le souvenir de la veille. Sur ma tête, je suis seul sur ma tête. Dans la vidéo d'avant, je parlais de Anarchie de SCH, qui est un projet un peu mal aimé de la disco d'SCH. Et en voici un autre, Deo Favente. J'aime bien ce projet parce que SCH, contrairement à Caris, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à comprendre et à être résigné sur le fait que de toute manière, jamais il fera mieux que A7. Faut oublier, comme passer à autre chose après une ex qu'on n'arrive pas à oublier. Chose qui a certainement dû le libérer et qui se ressent à chaque track de Zinzin de ce projet que j'avoue avoir aussi boudé à sa sortie et que je me suis pris un peu en retard, genre 6 ou 8 mois plus tard. A7 et Anarchie sont conçus chez Def Jam, label dont le S se séparera pour aller chez Capitol pour ce projet, sans pour autant se trahir car on y retrouve les mêmes acteurs qui ont fait son succès, ou encore Core. Le projet fait énormément de bien parce qu'on y retrouve des morceaux bien tristes et scélérates comme sur Pas la paix. À mes années folles, je relève mon tapé. D'un pont jet dans le vide sans corde, sans armée. Scène de crime bien pire que dans tes clips. Je sais que c'est la première fois que tu vois des mecs sans âme. Mais aussi des titres plus légers comme Mac 11 ou Day Dead qui sont pour moi quasi des top carrières de SCH. OG cash americano, tu fais l'heure au prix de la date. Le produit vendeur, rien à foutre, le respect prend le today, c'est payday. On retrouve même ce côté un peu variétoche qu'il a à certains moments et c'est magistralement maîtrisé sur le titre La Nuit, un titre que SCH a fait sur son père, qui est le seul son de la carrière d'SCH. Il n'arrive plus à écouter tellement c'est intimiste et que d'après lui ça appartient à celui pour qui il l'a écrit. L'album se conclut avec Météor qui est phénoménal. L'intensité des émotions chez SCH et les producteurs avec qui il bosse, c'est vraiment du haut level. Mais non, c'est pas fini. Ce foutu crack qui aurait pu finir l'album sur Météor sort en plus le titre Temps mort. Tout l'album est extrêmement digeste à écouter, sans aucun faux pas, à part un feat avec La Crime. Il parvient à tenir tout seul tout le long de l'album, sans jamais, pas une seconde que ce soit redondant, et ça je trouve ça excellentissime. C'est d'une générosité et d'une sincérité sans nom. Je suis parti en vacances l'été 2017 avec cet album dans les oreilles, du coup rajouter à ça une couche de nostalgie bien solide qui enrobe bien tout et qui explique pourquoi je classe cet incroyable album de SCH aussi bien dans ce classement. Par contre, j'ai un peu du mal à expliquer ce qui a fait que la critique sera aussi sévère avec Deo Favente, alors que c'est du haut niveau, et clairement, pour moi, c'est le deuxième meilleur album de SCH, là où je peux comprendre la petite déception sur Anarchie. Deo Favente, ça veut dire à la faveur de Dieu, si Dieu le veut, comme s'il avait remis la poursuite de son succès dans les mains du destin, en plus d'être certainement un clin d'œil assez amusant, un album légendaire de Marseille, si Dieu le veut, de la Funky Family. Je prie pour la providence, je viens innover, faire des lovés. Toute évidence, faut marquer pour voir la foule se lever. Je sais pas comment vous dire ça en fait, mais voilà, en fait j'ai grandi dans une famille de cousins qui étaient matrixés par Booba. Et je n'ai écouté que Booba en rap français dans mon enfance. Alors évidemment, je kiffais Rof, mais c'était tellement loin de B2O. Je vous donne un exemple, moi j'ai passé tous mes étés en Algérie, ok. Et tous ceux qui ont des origines africaines, en tout cas pour l'Algérie, j'en suis certain, tous les mecs du bled dans les années 2000 étaient matrixés par 4 rappeurs. 50 Cent, Tupac, Eminem, et en rap français, c'était Booba. J'ai jamais entendu de toute ma vie le nom de Rof sortir de la bouche d'un cousin du bled. Et si je me justifie autant, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est parce que je sais que beaucoup vont me sauter à la gorge, parce que oui, c'est le premier projet de Rof de ce classement, et malheureusement, c'est le dernier. Et je rappelle que Stop n'a pas pour but de faire plaisir à tout le monde, mais c'est juste les albums que j'ai kiffé, et j'avais pas envie de travestir le concept de la vidéo juste pour faire plaisir ou pour me donner une crédibilité, parce que je sais que ça peut être choquant de pas mettre beaucoup d'albums de Rof dans un top 100. Par contre, je sais reconnaître un classique quand j'en vois un, et là,
c'en est totalement un. J'ai le souvenir à un moment donné que c'était impossible en France d'écouter autre chose que cet album. Le clip du son qui tue, qui passait du matin au soir sur M6 Music, en feat avec Nati d'ailleurs, il devient quoi ce mec? Je sais pas si quelqu'un sait, il peut me dire en commentaire. Un quasi no skip, si... Je dis bien si on se contente du premier CD, parce que le second CD rend la tracklist un peu longue, et c'est certainement le défaut de Rof, hein, c'est ces albums parfois qui durent un peu trop longtemps. Rof avait un délire avec les prods aux sonorités indiennes à l'époque, je me souviens qu'il y en avait beaucoup, et d'ailleurs c'est tellement une photographie des prods de cette époque sur les albums de Rof, et sur celui-là en particulier, qu'en réécoutant l'album, je me suis surpris à trouver un vrai charme au prod. Un album qui mettra Rof sur l'arc de triomphe, mais aussi sur le trône du rap français à un petit moment donné. C'était clairement le numéro 1 dans le rap FR. Les jeunes et ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. 504 breaks chargés, allez monter les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit cette grosse malle bleue, mais juste cette phrase, c'est incroyable la nostalgie que ça peut me procurer. Quand j'étais gamin, ça pouvait parfois être compliqué de trouver un équilibre dans sa double identité, le fameux « ouais, en France t'es un rebeu, au bled t'es un français », et ça peut faire sourire, mais c'était sacrément réel. T'as toujours une partie de toi qui est de l'autre côté de la Méditerranée, et que d'un côté comme de l'autre, les gens ne pouvaient pas totalement comprendre. Quand j'ai entendu Tonton du Bled la première fois de ma vie, en plus d'être un classique sans nom, c'était devenu mon hymne. J'étais en mode « mais ce gars, il raconte mes étés, c'est ma vie, il a trop compris la vibe que ça procure ». Et c'est comme ça que Tonton du Bled était devenu un véritable hymne, pas que pour moi, hein, mais pour toute une génération de fils d'immigrés avec la double culture. Mais résumer Les Princes de la Ville au monumental hit qui est Tonton du Bled serait manquer de respect au Taf 213 et surtout de DJ Mehdi, paix à son âme, qui nous sert là le pur nectar de ce qu'il savait faire, qui va faire basculer l'industrie du rap et plus généralement de la musique. Si l'expression Madeleine de Proust était un album, ça serait forcément celui-ci. Alors après, j'ai conscience qu'on idéalise un peu cet album, hein. Certains sons de l'album sont cool, mais tellement en dessous de bangers comme Jackpot 2000, inspiré tout droit de la French Touch initiée par les Daft Punk, avec qui DJ Mehdi travaillera quelques années plus tard, notamment Thomas Bangalter. Mais cet album, c'est aussi l'histoire d'un outsider qui fait pleurer à chaudes larmes les rageux. Le succès de 3 mecs de quartier du Val-de-Marne qui vont inonder les ondes, allant jusqu'à rafler une victoire de la musique en débarquant sur scène avec la fameuse voiture du clip de Tonton du Bled, au grand désarroi d'une élite musicale de l'époque qui va vraiment pleurer du sang. Tonton du Bled, ouais. Pour tous les Mismour, mon peuple Algérie. Les colis dans la voiture et tout ça, arrivé, ils te font lélé là, tu vois, même ma mère a été contente, tu vois, c'était... L'époque où tu pouvais aussi écouter des albums de rap dans la voiture, en famille, il y avait tellement zéro vulgarité dans cet album, c'était vraiment le côté good guys de quartier, de valeurs familiales et les déboires de la vie en cité, et même si le vice est toujours présent, on le met un peu sur le tapis, quoi, on voit pas ça comme un truc bien. À tel point que Rimka, dans Les Princes de la Ville, prend le soin de dire « si je peux me permettre » avant d'inviter la NPE à aller se faire mettre. D'ailleurs, Les Princes de la Ville, j'en parle dans mon avant-dernière vidéo, je vous invite à aller la regarder, comme ça m'évite de faire des redites. Et la vraie puissance de cet album, il résidait dans le fait d'être ultra ouvert et de pas être dans un entre-soi ni communautaire, vu que Tonton du Bled faisait kiffer tout le monde, mais genre vraiment tout le monde, hein, même ceux qui s'identifiaient pas forcément. Un des derniers vestiges, malheureusement, de l'époque Black Blamber, où dans mes souvenirs, ils ont rendu cool et ultra good vibe un tas de choses qui n'étaient pas forcément en ce temps. Contrairement à L.I.M qui avait rien à faire dans mes oreilles de gamin de 8 ans, j'étais très content que celui-ci m'a accompagné pendant de longs voyages en voiture avec ma famille. Les filles, les fils de diplomates inal de l'Aya, 60% de ceux qui rentrent en boîte rentrent croyants. L'été devance le printemps, l'hiver dit j'y peux rien. Ok, vous voyez quand une meuf entend une musique qu'elle kiffe trop et elle crie « Ah, c'est ma chanson, poussez-vous les filles !» et qu'elle se déchaîne sur la piste de danse. Ok. C'est exactement moi actuellement. Poussez-vous les filles, c'est mon projet. Gims, dès le début, c'était un super rappeur. Mais quand je dis super rappeur, j'entends par là pas un rappeur super, non, je parle du super guerrier Saiyan des rappeurs. Meilleur freestyler de Paname, intestable en impro, une voix de malade qui faisait passer les chanteuses de R&B pour des plantes vertes, un flow de baiser, des rimes chaloupées et une plume purée. Et ça, c'est dingue. Parce qu'à l'époque, les textes de Gims, ça pue la bouche d'égout parisienne. D'après la situation, je vois que c'est rigoureux.
T'as pas encore pigé que sorcier c'est nous ou eux? Et c'est phénoménal. En groupe avec la section depuis 2002, il sort son premier solo pour ceux qui dorment les yeux ouverts. Le projet est sorti tellement discrètement que bon, j'ai un peu amalgamé les deux projets parce qu'ils sont liés. Déjà, c'est des espèces de street tape en full indé. Autant dire que ça a dû se vendre à 87 exemplaires maximum dans toute la France. D'ailleurs, si quelqu'un qui regarde cette vidéo possède le physique de cet album ou une cassette ou n'importe quoi, je l'achète mais directement. Bref, c'est le 56e rappeur de Stop dont je parle qui était juste trop fort hein, à l'époque où il avait pas de quoi s'acheter un ticket de RER et ça se ressent jusqu'à dans les paroles. En gros, si vous aimez bien à 30% de Gims, c'est tous les sons qui ont amené Gims à faire ce classique. J'ai appris très tardivement que l'album avait été produit par Freddy K du groupe ATK dont je viens juste de parler, comme quoi tout est lié. Et je crois qu'avec Sur la route du 3-14 de Jazzy Bass, c'est les projets que j'ai les plus saignés de mon époque lycée. J'ai bien conscience qu'objectivement, on doit être 5 en France à mettre cet album dans un top 100, mais pour ceux qui seraient surpris que je parle de Gims en solo d'il y a 15-20 ans, dans un top 100, permettez-moi juste de vous mettre ce son là et vous allez comprendre je pense. Dans la prison de mon cœur, dans la prison de mon cœur, dans la prison habité par ton Ceux qui dorment les yeux ouverts, les gens que j'aime et ceux qui ont le seum. On s'est fait marabouter, raison pour laquelle ma rage a buté. Sur autrui c'est le Big Bang, le rêve des mômes, les Big Pecs. Le torrent me mena dans la mêlée pour mêler. Fais-les, fais-le, 9ème zone flow feneux. Ça fait mal forcément, des bétons sur du ciment. Reculer à 6 mètres, faut pas que les condés s'y mettent. Ça devient systématique, section d'assaut zone sismique. La peur bleue d'un 6-bit rythmique, violent breakbeat. Je ne dors que très peu, me vélo très tôt. Élevé au tête à tête, sache que le 1 j'ai très peu de tété. Maître Gims, la mauvaise cage, j'ai coché. En miniature sur la pierre plate, comme Thompson 9ème ricochet. Musique rétro-futuriste, la bande originale des aventures d'Ulysse. J'habiterai dans les abysses, j'aurai pas plus de pression. Dans Stop, je parle beaucoup de la fameuse série de rappeurs, des premiers projets que je kiffais et que je kiffe un peu moins après leur premier gros projet. Ok. Mais certains génies du rap ont réussi dans des rôles plus difficiles. Et là, avec le chant des sirènes d'Orelsan, on est clairement dans une autre série d'albums. Le comeback après une polémique qui a failli détruire ta carrière et tu reviens plus fort. T'es un GOAT, bordel de merde, Aurel, ok? Alors, pareil, très marqué par cet album, peut-être que c'est même l'album d'Orelsan que j'ai le plus écouté dans ma vie, et je vais pas vous refaire l'historique de ce projet, tout le monde le connaît, je fais des vidéos dessus, il y a le documentaire Amazon, bref, la carrière d'Aurel, c'est un peu l'inverse de PNL, elle a aucun mystère pour le public. Par contre, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit dans Stop, pour d'autres albums, j'ai vraiment l'impression que certains projets ont une réputation à cause de quelques avis sur Twitter qui deviennent une espèce de règle générale et que tout le monde reprend sans se prendre la peine d'être objectif. Et je dis ça parce que quand on parle du chant des sirènes d'Orelsan, un des premiers avis, premier commentaire qui vient, c'est « Ah ouais, mais le chant des sirènes, ça a mal vieilli, frère. » Alors déjà, il n'y a aucun album de rap français pré-trap qui a bien vieilli. Ok, même des albums de Booba ont pas hyper bien vieilli à ce moment-là. Et du coup, je vois pas pourquoi le chant des sirènes, forcément, mériterait cette étiquette plus qu'un autre album. Je pense savoir pourquoi, en vrai, c'est la dubstep, mais il y en a pas tant que ça. Le seul truc balourd dans cet album, c'est La Terre est ronde, que j'avais trouvé pas très bon la première fois que j'ai écouté à sa sortie de l'album, mais qui en plus deviendra son plus gros hit à ce moment-là, quelques mois plus tard. Et ça passait, mais genre 15 fois par jour sur Énergie. Et Skyrock, du coup, ça me sortait par les oreilles, j'en pouvais plus de ce son. Mais dans les faits, vous prenez l'album, alors ok, je vous le concède, vous enlevez Plus rien ne m'étonne, qui est typiquement le genre de thématique que je déteste, mais all time dans le rap français, le délire pseudo-critique de boomer là sur les nouvelles technologies. C'est heureusement plus personne ne fait ça. Genre le délire, ouais, les jeunes, c'est n'importe quoi, Ils vont se marier sur Skype, avoir des enfants sur clé USB et divorcer sur Facebook, hashtag génération perdue. Vraiment, je comprends pas comment Scred l'a laissé faire ce son. Vous enlevez ensuite des trous dans ma tête parce que dubstep, et vous enlevez Mauvaise idée, même si je trouve que c'est un bon son, mais vas-y, là aussi, il y a de la dubstep. Alors, je suis gentil, ça dégage. 3 sons,
sur 16. Sérieux, 3 morceaux sur 16 ont suffi pour que tout le monde dise ouais, l'album il a trop mal vieilli. Non, parce qu'il y a des sons de l'école du micro d'argent qui ont mal vieilli aussi, hein. Dans ce cas, on n'en parle pas forcément. Surtout que c'est totalement contrebalancé par Raël San en intro qui tabasse, le chant des sirènes, l'enchaînement en 1990 et 2010, ils sont cool, qui sont les prémices de ce qui sera l'album des Casseurs Flotteurs. Bref, une écrasante majorité de l'album n'a pas du tout mal vieilli et c'est, je pense, le meilleur album de la période 2009-2012. Et je tenais à donner mon avis sur le sujet. Le reste, comme je l'ai dit, vous le connaissez, donc album suivant. Fils, aujourd'hui ai-je trop demandé de vouloir que mes frères cessent de mendier, persister à ce vent, à ce pays qui persistera, je suis triste, non. X-Men, tout droit sorti du Harvard du rap français, connu sous le nom de Time Bomb, se font connaître avec J'attaque du mic sur la compile Time Bomb, mais c'est surtout une autre compile qui vont les faire connaître. C'est la compile d'ailleurs qui serait retrouvée bien classée dans ce top si j'avais comptabilisé les compilations. Dans ce top, je parle évidemment de la bande originale du film Ma Cité va craquer avec le titre Retour aux pyramides. Après un carton sur ce titre et un peu comme tous les membres de Time Bomb de l'époque, de Pete Bacardi avec son album du même nom, Lunatic avec Mauvais Oeil ou Oxmo avec Opera Puccino, c'était au tour des X-Men d'arriver avec leur propre album. Et le Time Bomb, c'était vraiment trop stylé parce que les gens, je crois qu'à l'époque, ils avaient vraiment... c'était une ligue de super-héros, quoi. Chacun avait son préféré. Et du coup, tout le monde les attendait au tournant parce que ces mecs-là ont vraiment ramené une nouvelle manière de rapper dans le rap français. Les contretemps, pas forcément faire rimer pour rimer, refuser des rimes, faire des contre-rimes, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin, ils avaient vraiment un truc ultra développé dans leur manière de rapper qui faisait kiffer les plus gros puristes et beaucoup d'auditeurs de rap de l'époque. Et j'ai cru comprendre que Jeune Coupable et Libre des X-Men avait déçu un peu une partie du public à sa sortie. Perso, je me suis pris le projet 20 ans plus tard, donc je n'étais pas du tout dans cette approche-là, mais je trouve que c'est clairement un des albums dans ce style qui a le mieux vieilli des années 90. Vraiment, si vous l'avez jamais écouté, posez-vous, fermez les yeux, et vous allez vous régaler à écouter des rappeurs fumer des rimes pendant autant de titres. C'est comme un ballet de danse classique, mais avec des mots. J'ai aussi ajouté Ainsi soit-il, qui est pas vraiment un album, mais plutôt un best-of de leur son et de leur freestyle, surtout de Hill, juste pour ajouter un peu d'épices à l'album, parce que, pareil, il y a des dingueries. Si vous êtes jeune ou juste que vous avez connu le rap français il y a 5 ans en kiffant Alpha One, dites-vous que c'est vraiment pour moi l'ancêtre de la Don Dada Mixtape. Elle a grimpé en flèche du FN. Hardcore sont des propos extrêmes de Spartak Le Pen. Le KUKLUX KLAM. Un album assez hors du commun et un classique que vous connaissez pour la plupart. Mais l'histoire de cet album m'a toujours surpris. Ideal J, au tout début des années 90, c'est un groupe de rap composé de gamins de 13 ans, dont le leader, Daddy Kerry, avant de devenir Kerry James, avait un charisme, une maturité et une prestance assez rares. Très tôt, on voit en eux des enfants stars. Bah oui, le rap est en plein essor, et vous avez ce petit noir là et ces petits arabes là qui font du hip-hop, ils sont mignons, c'est drôle, non? Et ça, c'est vraiment ce que s'est dit un producteur véreux de l'époque qui les a produits, donc n'ayant aucune culture rap, c'était juste pour l'argent et parce qu'il avait la structure pour faire ça. Ce que peu de gens savent, c'est que Ideal J, c'était quand même un petit succès. Ils vendaient des disques, des singles, faisaient des concerts, les gens venaient voir ces gamins rapper comme MC Solar avec leur air cool. D'ailleurs, en parlant d'MC Solar, sur son tout premier album, Qui sème le vent récolte le tempo, on pouvait déjà entendre le jeune Kerry sur un titre de l'album à 13 piges. Je ne veux pas aller au service militaire, je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre, je me dis que je ne veux pas aller au service militaire. Kerry menait une vie de petite vedette à l'époque avec son groupe de potes. Il raconte qu'il allait même en boîte de nuit accompagné de meufs alors qu'il avait 16 ans, bref. Tout pour bousiller un gamin qui a la sensation d'avoir terminé le jeu alors que sa vie vient en vrai à peine de commencer. Quand il rencontre en 1992 DJ Mehdi, lui aussi adolescent mais surdoué de la musique, tout va changer et prendre une dimension beaucoup plus sérieuse et dramatique dans leur façon de faire de la musique. Il va leur dire arrêtez de faire les clowns et venez on marque l'histoire en fait. Change leur nom en passant de Ideal Junior à Ideal J, sortent une tape, Original MC sur une mission qui est vraiment excellent d'ailleurs et dont j'aurais pu parler ici aussi, et qui coupe avec leur style rap teenager de l'époque. C'est sombre, triste, crapuleux, et les prods de DJ Mehdi viennent rajouter un air dramatique à absolument tout leur texte. 2 ans plus tard, c'est l'heure du chef-d'œuvre et le groupe débarque avec Le combat continu, après avoir glow up sur tous les plans, maturité, texte, interprétation. Et de son côté, DJ Mehdi avait atteint une maîtrise de ces machines qui rendront l'album classique, en plus d'être super chaud à la réalisation. Évidemment, le morceau fort, c'est Hardcore, un solo de Kerry James, qui sera leur premier vrai hit,
et leur causera des problèmes notamment de censure à cause du clip. Mais comme on peut pas résumer Les Princes de la Ville de 113 à Tonton du Bled, on peut pas non plus résumer le combat continu à ce solo de Kerry James, même si j'avoue c'est plus Kerry James, c'est Kerry James, hein, tellement il porte tout le groupe sur son dos, il est quasiment tout seul tout le long de l'album. On peut entendre Demo One et Rof à leur tout début poser un couplet de qualité sur le titre L'amour, et je kiffe particulièrement le son Pour une poignée de dollars avec ses ricanements au début du son et une boucle de DJ Mehdi qui pue le goudron chaud d'été la nuit, qui vient vraiment encore une fois sublimer toute la musique d'Ideal-J. Le groupe prendra fin le jour où ils apprendront la mort de Las Montana, un des meilleurs amis de Kerry, brûlé vif par des dealers de leur quartier, événement qui va vraiment grandement traumatiser Kerry James pendant des années et lui fera arrêter le rap, mettant un terme au groupe dans la rage et les larmes. L'histoire retiendra ce projet comme étant une pièce maîtresse du rap de la fin des années 90, une école du rap qui donnera la mafia qu'un free plus tard, qui mise plus sur les tripes et les claques sur ta nuque plutôt que l'école Time Bomb, plus axée sur l'esthétique d'un rap technique. Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. MC Solar, c'est un peu le Orelsan de l'époque, hein. Son succès était tel et ses textes touchaient tellement tout le monde que c'était le rappeur que les vieux boomers ou les musicos un peu condescendants disaient MC Solar, ça c'est du rap, ça c'est du rap. C'est de la poésie même, hein. C'est un peu les poètes modernes, hein, les rappeurs. Pourtant, l'album de Solar, Qui sème le vent récolte le tempo, est une véritable petite pépite rap, hein, située à mi-chemin entre la chillance d'un Tribe Called Quest et la tristesse d'un mec agrégé de philosophie. C'était le rappeur qui allait plaire à tout le monde. Cet album, il a un côté très old school dans le bon sens du terme, et ce pour une raison, le travail phénoménal de Jimmy J qui a produit tout l'album et dont les instrus prennent aucune ride, hein. J'ai jamais compris pourquoi on parle jamais de son taf dans le rap français. Assez surprenant pour l'époque, on a l'impression que c'est le beatmaker qui a compris le mieux les sonorités du rap américain de l'époque. Entre ça, les petits refrains au relent de variété française bien cool, comme sur Victime de la mode, Bouge de là qui sera son premier hit commercial, et bien entendu Caroline dont l'instru me donne à chaque fois envie de chialer, c'est par sa production, son écriture et son impact culturel à l'époque que les gens retiendront cet album, un album classique qui peut s'écouter à n'importe quelle époque. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien, ils font bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. Premier succès largement mainstream de Damso. Après le succès de Batterie Faible, Ipséité, c'est l'évolution que j'ai envie de voir quand un rappeur essaye de se mainstreamiser. D'ailleurs, le fait que Damso devienne aussi mainstream après cet album me semble pas forcément une volonté, mais plutôt une espèce de conséquence, hein. C'était pas forcément voulu. C'est aussi le dernier album de Damso sur lequel on entend le fantôme de Booba, hein, tant sur les flows, signalé à tout l'air d'être un morceau de Booba qu'il a confié à son poulain, parce que plus adapté, mais aussi sur l'art réel et le choix des prods. Dans la continuité de Batterie Faible, bien que différent, Damso ne s'est pas enfermé dans son personnage, hein, comme un Orelsan. Sa discographie reflète son ressenti sur le moment et il a une discographie ultra évolutive, même si j'aime beaucoup moins ses derniers projets. Et il parle notamment du début, du succès, de ce que ça fait d'être un homme aussi sombre quand on passe toute notre vie sous la lumière. Bien écrit, parfois dansant, assumant ses contradictions, Damso, sur ce projet, c'est aussi un album avec aucun feat, ce qui marche parfaitement bien. Un rappeur en feat aurait été peut-être de trop dans la musique de Damso, très intimiste et parfois beaucoup trop personnel. Macarena, je crache pas dans la soupe, hein, j'ai surkiffé le morceau à la première écoute quand l'album est sorti. Après, pareil, un gros matraquage, donc essoré, mais ça reste objectivement un très très bon morceau. Il y a pratiquement que des excellents titres, sans oublier la cerise sur le gâteau, Une âme pour deux, qui m'a fait cracher littéralement mon Ice-T par le nez, tellement je m'attendais pas à un storytelling de ce genre. Un album qui m'a personnellement parlé à un moment de ma vie où j'en avais besoin, ce qui rehausse automatiquement sa valeur, parce qu'en vérité j'ai bien conscience qu'il ne mérite pas une place aussi haut. Voilà les frérots, cette partie est désormais terminée. C'est de plus en plus long, de plus en plus éprouvant. Vous aurez remarqué peut-être mes cernes pour vous livrer les 4 parties de ce top 100 avant Noël et pour pouvoir vous faire le top 10 et le flop 10 qui suivront après. Et ensuite, c'est les vacances. Donc, merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, à me faire des retours sur Twitter. Dites-moi hein, surtout s'il y a un album que vous avez découvert et qui vous avait marqué dans ce top. J'enchaîne sur les 25 derniers. Je pense que je vais pas beaucoup dormir cette semaine, mais je le fais pour la bonne cause, pour la culture et aussi pour la YouTube Monnaie de décembre. Donc voilà, prenez soin de vous d'ici là. J'espère que dimanche, il y aura la dernière partie. Bis les refs. Ciao.